C'est pourquoi un penseur idéalement cohérent traite un jugement comme étant objectif, au sens grandiloquent, seulement au cas où il estime que tout juge normatif idéal concevable l'accepterait. Ce qui, à son sens, constitue un juge normatif idéal dépend de l'explication épistémique qu'il accepte. Il traite un jugement normatif comme étant pleinement objectif si, selon son explication épistémique, le jugement était accepté par tout juge normatif idéal concevable. Dans la terminologie employée plus haut, il le traite comme étant pleinement objectif s'il lui accorde une validité qui est indépendante du point de vue parmi tous les êtres rationnels concevables. Il s'agit là d'une condition nécessaire très stricte. De fait, elle ne peut être satisfaite que par deux types de normes qui accompagnent leur cohérence logique. Premièrement, les normes de rationalité minimale, celles qui doivent être imputées à une personne si on doit la juger ne serait-ce qu'intelligible. Deuxièmement, toutes les conditions nécessaires orientées quant au contenu qui existe pour le jugement normatif compétent. Pour vous figurer cela, imaginez un ensemble de qualifications neutres quant au contenu pour le jugement normatif compétent. Nous pourrions penser ici à des types de conditions nécessaires qui ont été typiques. Blunt, en fait, est d'avis qu'une personne est en position de juger dans des questions normatives si elle a subi une psychothérapie cognitive, si on lui a représenté de façon frappante et répétée sur une période substantielle toutes les considérations qui ont été émises et dont la considération frappante affecterait son acceptation. La théorie de l'équilibre réfléchi, large chez Rawls, est similaire. Or, dans le cas d'êtres humains réels, il se pourrait que ces qualifications neutres quant au contenu restreignent authentiquement les types de jugements normatifs que produisent les gens qui satisfont à ces qualifications. Par exemple, il pourrait y avoir un éventail substantiel de questions sur lesquelles tomberaient d'accord tous les êtres humains s'ils avaient subi une psychothérapie cognitive. Notre question actuelle ne touche pas des gens réels, mais tous les êtres concevables. Nous nous enquérons de tous les êtres concevables qui sont conformes à ces qualifications. Et les qualifications par elles-mêmes n'impliquent pas de restrictions sur le contenu. Comment aucun jugement normatif pourrait-il être exclu comme jugement qu'il serait inconcevable que produise un tel être? L'être doit pouvoir être interprété comme produisant des jugements normatifs. Les jugements que nous lui imputons alors ne peuvent pas être totalement extravagants. Quand nous interprétons un être, nous lui imputons une logique et peut-être quelques banalités pour ce qui concerne la substance. Toutefois, au-delà de cela, tout schéma cohérent du jugement sera concevable. Les propriétés neutres quant au contenu n'imposent pas elles-mêmes de restrictions supplémentaires. Prenez maintenant un être qui est conforme non seulement à ses qualifications neutres quant au contenu, mais aussi à un ensemble de qualifications orientées quant au contenu. Il lui est demandé d'avoir certaines opinions normatives et de ne pas en avoir certaines autres. De surcroît, cet être est idéalement cohérent selon notre interprétation. Il accepte tout ce qui s'ensuit logiquement des jugements substantiels qui lui sont demandés et des banalités requises pour l'intelligibilité. C'est tout, cependant. À part ce que nous venons de dire, il n'y a aucun jugement particulier qui soit obligatoire en vertu des trois types de conditions nécessaires que nous pouvons imposer à un juge normatif compétent, à savoir qu'il soit interprétable comme intelligible, que l'interprétation nous le présente comme pleinement cohérent et que l'interprétation nous le présente comme produisant certains jugements normatifs particuliers. Quelle peut être raisonnablement notre attente quant aux restrictions pesant sur cet ensemble de jugements normatifs? Considérez les normes pour la culpabilité et la colère. Il est possible que certains jugements soient nécessaires pour l'intelligibilité. S'il manquait une proportion suffisante de ces jugements, nous serions incapables d'interpréter l'état mental de la personne comme simplement un état d'acceptation des normes pour la culpabilité et la colère. Il se peut qu'il existe certains jugements tels que si une personne ne les produisait pas, nous interpréterions ce seul fait comme la disqualifiant en tant que juge normatif compétent. Alors ces jugements pourraient être interprétés comme des questions de rationalité objective au sens grandiloquent. Mais si nous avons vraiment des difficultés quant aux situations où il est censé de se sentir coupable, ces choses ne nous seront d'aucun secours. Les banalités demandées pour l'interprétation ne sont pas les choses qui nous posent des difficultés. De plus, si nous avons vraiment des difficultés, nous n'éliminerons pas une personne en tant que juge normatif simplement à cause de la manière dont elle juge sur cette question particulière. Nous voulons vraiment des réponses à nos véritables difficultés normatives, mais si nous les trouvions, nous ne pourrions pas les traiter comme objectives au sens grandiloquent.
Bref, nous pouvons donc revendiquer un type d'objectivité maximale pour quelques jugements normatifs. Pour un jugement de ce genre, nous pouvons prétendre que tout juge normatif idéalement compétent qui est concevable l'accepterait. Toutefois, il se peut que cette objectivité grandiloquente ne soit pas terriblement importante. Elle recouvre la simple cohérence et les choses qui sont nécessaires à la cohérence. Elle recouvre ce que nous devons accepter pour être interprétable. Si accepter un jugement est inclus dans ce qui fait d'une personne un juge normatif compétent, l'objectivité grandiloquente recouvre cela aussi. Elle ne recouvre pas autre chose que les conséquences de ces choses. Nos véritables difficultés gisent ailleurs. L'objectivité modeste. Ce qui importe principalement, ce n'est pas ce que nous pouvons dire à des êtres étrangers qui sont purement concevables, mais ce que nous pouvons nous dire réciproquement. Dans nos discussions ensemble, nous parlons de la manière la plus sensée de vivre, de ce qu'il est plus sensé de croire et des sentiments qu'il est le plus sensé d'avoir sur des aspects de la vie. Et il nous est possible d'assigner une objectivité maximale à un ensemble fourni de jugements sur ces questions qu'en mettant prématurément fin à la discussion, en soustrayant ces jugements à toute contestation et en refusant automatiquement la compétence normative de quiconque les rejette. Ce sont des types plus faibles d'objectivité qui importent. En premier lieu, nous pourrions affaiblir nos prétentions à l'objectivité en les restreignant aux êtres qui existent. Notre prétention serait donc pour un jugement que tout être rationnel réel l'accepterait dans des conditions idéales. Un être rationnel sera celui qui serait idéalement compétent s'il avait les bonnes propriétés, et dans le cas de qui il est censé de demander comment il jugerait s'il avait ces propriétés. Une interprétation épistémique entière dira de quel type d'être il s'agit. En limitant les exigences que nous nous tenons prêts à adresser aux êtres réels, nous réduisons nos prétentions à l'objectivité, légèrement. Nos prétentions sont encore trop larges pour avoir beaucoup d'importance. Elles nous laissent un choix qui ne devrait pas nous importer, le choix entre dogmatisme et vulnérabilité. Supposez que nous produisions un jugement qui est important pour nous, par exemple qu'une conduite honnête importe pour elle-même. Comment pouvons-nous revendiquer de l'objectivité pour ce jugement ? D'un côté, nous pouvons nous contenter d'être dogmatiques. Nous pouvons dire qu'une conduite honnête importe pour elle-même et que si une personne ne parvient pas à avoir cela, cette incapacité constitue par elle-même un jugement normatif incompétent. Ainsi, si l'un de nous est en désaccord sur cette affaire, nous l'excluons de la discussion. De notre côté, nous pouvons éviter d'encombrer notre explication épistémique d'une qualification aussi chargée de contenu. Nous pouvons alors espérer que tous les êtres rationnels réels sont potentiellement d'accord avec nous, qu'ils seraient d'accord s'ils étaient dans la situation que notre explication appelle épistémiquement idéale. Nous ne pouvons avoir aucune garantie a priori que cet espoir se réalisera. Je l'ai déjà soutenu, si nous choisissons cette voie, notre jugement restera vulnérable. Bien sûr, nos jugements devraient être vulnérables en quelque façon. De fait, le problème du pur dogmatisme était qu'il mettait nos jugements automatiquement à l'abri de tout désaccord. Mais dans le cas en question, la vulnérabilité est extrême. Elle expose le jugement à la possibilité que quelque part très loin, il existe un être rationnel construit de telle façon que, s'il était dans une situation épistémique idéale, il jugerait différemment. Devrions-nous exposer nos jugements à être les otages de la sensibilité normative des êtres d'une galaxie reculée ? Nous formons partiellement nos jugements en communauté, et les prétentions que nous formulons devraient être vulnérables au jugement des autres participants à la discussion. Un pur dogmatisme ne peut faire l'affaire. D'un autre côté, la façon dont on juge la galaxie voisine n'a guère à nous préoccuper. La façon dont on pourrait concevoir qu'ils vont juger peut être intéressante. Elle nous dit ce que sont les possibilités pour le jugement normatif. Mais ces possibilités sont trop larges pour avoir de l'importance. Il se pourrait que les êtres rationnels réels jugent tous comme nous, mais s'ils sont assez éloignés, pourquoi cela devrait-il avoir de l'importance ? Une fois que nous restreignons notre attention à des êtres réels, pourquoi ne pas considérer les êtres réels qui sont à proximité, ceux avec lesquels nous pourrions discuter et avoir des interactions ? Nous pourrions nous tenir prêts à formuler nos exigences à toute l'humanité. Dans le champ de toutes nos intentions probables, un jugement à l'objectivité nécessaire est suffisante s'il réussit un test humain, à savoir tout être humain qui serait pourvu de toutes les propriétés d'un juge normatif idéal l'accepterait. Du point de vue de l'univers, les jugements qui nous importent doivent être ceux de notre clocher. Toutefois, nous pourrons peut-être prendre pour notre paroisse toute l'humanité. Pourtant, nous devons être prêts à découvrir que c'est impossible. Pour nos jugements normatifs essentiels, nous devons être prêts à renoncer à l'affirmation que tout être humain, quel qu'il soit, les accepterait, à la seule condition qu'il soit situé idéalement pour le jugement normatif. Peut-être devrons-nous borner nos jugements à une communauté plus petite, qui nous soit indispensable ou presque.
Nous ne savons guère sur quelle chose tous les êtres humains réels sont potentiellement d'accord, sur quelle chose tous les êtres humains seraient d'accord s'ils étaient conformes à certains standards spécifiques pour le jugement compétent. En même temps, nous devons vivre notre vie dans les communautés que nous engageons dans la discussion. Renoncerons-nous à tout ce qui est essentiel à notre vie normative, à moins de pouvoir être raisonnablement convaincus que toute l'humanité qualifiée pour ce faire serait d'accord? Pour des parties cruciales de notre pensée normative, les exigences conversationnelles seront donc bornées à un groupe, peut-être à l'ensemble de l'humanité, ou peut-être à une partie de celle-ci. J'appellerai un tel jugement le jugement exigé d'un groupe plus réduit que la totalité des êtres rationnels concevables, un jugement de clocher pour ce groupe. Bien sûr, il ne se posera pas normalement de question d'esprit de clocher. Tous les participants d'une discussion formeront une communauté de jugement unique, ignorant toute personne extérieure. Toutefois, si nous avions une clarté d'esprit idéale, nous aurions à reconnaître notre jugement comme marqué par l'esprit de clocher. Cela ne retranche rien à son importance. 11. Raison d'être et aval. Nous faisons pression les uns sur les autres dans le sens de la cohérence et ces pressions contribuent à nous acheminer vers un consensus. Mais il y a aussi d'autres formes et d'autres directions de pression. Nous avons besoin de coopération et de retenue mutuelle et la discussion normative nous aide à les obtenir. Dans la discussion, nous trouvons la camaraderie humaine. C'est de la discussion normative que nous attendons de trouver le sentiment d'une signification dans notre vie. Nous avons besoin de stabilité dans nos conceptions de la vie et dans notre environnement. Comment nous serait-il possible d'arranger ces nombreuses autres pressions avec la pression dans le sens de la cohérence? Dans quelle mesure pouvons-nous réussir à nous arranger complètement? C'est là ce que je veux demander en fin de compte. Mais ma stratégie immédiate est d'idéaliser. Imaginez un univers composé de deux groupes. Nous les appellerons les Grecs et les Scythes. Chaque groupe est idéalement cohérent et idéalement informé. Chacun peut parvenir à un consensus entier sur les questions où l'autre groupe n'entre pas en compte. Mais les deux groupes ne sont pas assez isolés pour s'ignorer mutuellement. Chacun réfléchit à l'autre et il entre en conflit s'ils ne sont pas régis par des normes communes sur un éventail de questions, ou du moins, s'ils n'entrent pas en conflit, ils ratent diverses occasions de coopération. Chaque groupe est idéalement cohérent d'un point de vue épistémologique. Il dispose d'une explication cohérente qui dit aux membres de chaque groupe quelles sont les personnes au jugement normatif desquelles ils doivent se fier, quand et pourquoi. Ils sont en désaccord sur quelques-uns de leurs jugements normatifs, et puisqu'ils sont chacun idéalement informés et idéalement cohérents, aucune partie de leur désaccord ne peut être résolue par le contexte. Le désaccord est tout entier fondamental. Comment ces deux groupes peuvent-ils se considérer? Ils pourraient prendre une attitude marquée par l'esprit de clocher. Nous ne saurions engager une discussion normale avec des Scythes pour dire un grec. Avec eux, sur certains thèmes, nous pouvons seulement pratiquer le terrorisme, essayer la manipulation ou changer de sujet. Ils ne pensent pas comme nous, et nous ne pouvons pas nous fier à leur manière de raisonner. Il nous faut aller tout seuls au bout de notre réflexion. Des groupes devraient espérer pouvoir éviter de considérer ainsi leurs voisins, et il sera souvent possible de trouver des solutions qui offrent de meilleures promesses. Il est possible que les Grecs détiennent une explication de la raison pour laquelle on ne peut se fier au jugement normatif des Scythes, ou qu'ils pensent que l'on pourrait en trouver une. Encore mieux, peut-être, ils pourraient se lancer dans une discussion normative sérieuse avec les Scythes et essayer d'aller vers une communauté de jugement plus large. Une des bases possibles pour une communauté plus large, c'est un type de relativisme. Un Grec pourrait dire à des Scythes « Notre mode de vie n'est pas le vôtre, et les modes de pensée qui vous conviennent ne nous conviennent pas. Quand nous nous comprendrons entièrement les uns les autres, nous verrons que, pour la plus grande part, vos modes de pensée sont justes, s'appliquant à vos vies, ainsi que les nôtres s'appliquant à nos vies. Le relativiste pense qu'une raison d'être plus profonde soutient des modes de pensée quotidiens disparates pour des modes de vie disparates. Ce que j'appelle relativisme est la conception que je trouve dans les écrits de quelques anthropologues, ou peut-être est-ce moi qui l'introduis dans ces textes. Les philosophes tentent à trouver le relativisme pris dans ce sens trivial et sans intérêt, et ils explorent donc d'autres formes plus radicales, par exemple Taylor 1954 et Brandt 1959. Dans mon esprit, l'esprit de clocher est une forme cohérente plus radicale de ce que des philosophes pourraient compter pour du relativisme. L'esprit de clocher n'est pas le relativisme pris dans ce sens modeste. Celui qui a cet esprit renonce à une discussion entière avec des éléments extérieurs, il pense avec son groupe. Le relativiste cherche une base qui puisse unifier la réflexion quotidienne de groupes différents. Il nous faut explorer ces deux options. Sont-elles vraiment distinctes? Sont-elles toutes deux cohérentes? L'esprit de clocher. Un grec traite un jugement comme étant marqué par l'esprit de clocher à l'égard des Scythes. S'il borne aux exigences de la part du jugement à un groupe qui exclut les Scythes.
J'ai soutenu rapidement qu'il devrait restreindre ses exigences de cette façon s'il tenait à refuser toute autorité au Scythe, tout en n'ayant aucune explication de ses motifs de le faire, ou du moins qu'il devait agir ainsi pour être sincère et idéalement cohérent. Poursuivons donc l'explication. Les Grecs pensent qu'un juge normatif idéalement compétent est un juge qui est parvenu à un équilibre dialectique. Il en sait assez pour qu'il n'y ait pas par la suite d'opinion vraie qui l'amène à changer d'avis sur des questions normatives. Et il s'est à ce point lancé dans la dialectique qu'aucun développement ultérieur de celle-ci ne mettra en évidence son incohérence. On ne le fera renoncer à des jugements normatifs qu'il soutient à présent. Toutefois, les Grecs maintiennent que les jugements normatifs des Scythes n'ont aucun poids. Même si, disent-ils, un Scythe devait parvenir à un équilibre dialectique, ces jugements normatifs fondamentaux ne mériteraient aucune foi. Une affirmation normative est acceptable si, dans un équilibre dialectique, les Grecs consentaient à l'accepter. Les Scythes n'offrent aucun critère utilisable. Or, le grec qui dit cela doit traiter ces jugements normatifs comme étant marqués par l'esprit de clocher à l'égard des Scythes. Il doit traiter comme illégitimes les exigences conversationnelles des Scythes. Après tout, comment isole-t-il les Scythes? Il les pense en termes de noms grecs, ou de pas l'un de nous. Il les isole, non pas dans une propriété générique qui leur serait commune, mais par le biais d'un nom propre, grec, ou d'un terme indexical, nous. Il aurait pu rejeter les jugements scythes pour des motifs génériques, et cela n'aurait pas marqué ces jugements de l'esprit de clocher. Il aurait pu mettre les Scythes hors jeu comme étant des sauvages qui ne bénéficient pas des avantages d'une vie urbaine raffinée. Cela lui donnerait une explication épistémique qui pourrait servir aux Scythes et il pourrait utiliser cette explication pour appuyer ses exigences conversationnelles. Dans ce cas-là, il concevrait l'urbanité comme une qualification pour le jugement normatif complétant. Le grec, qui a l'esprit de clocher, rejette simplement les Scythes comme des noms grecs ou comme pas l'un de nous. Rien ne l'empêche de formuler des exigences envers les Scythes ou de se montrer franc sur leur base. Mais il s'agit ainsi, ces exigences seront dotées d'un trait étrange. Il s'est blindé contre l'influence scythe, et ce pour une raison qui ne pourrait leur formuler que sous la forme « tu n'es pas un grec » ou « tu n'es pas l'un de nous ». Ni une ni l'autre de ces raisons ne se traduit dans le point de vue scythe. Dans le cas où l'on n'est pas l'un de nous, la chose est évidente. Le scythe n'est pas lié au grec par un tel rapport, si bien qu'un scythe ne saurait accéder à ce qu'exige le grec, ou du moins il ne saurait y accéder pour la raison du grec. L'exigence, croit cette chose parce que nous la croyons, ne saurait être acceptée exactement dans ces termes. Les scythes ne peuvent considérer le fait que nous la croyons comme leur raison, ou s'ils adoptent cette raison, ils n'accordent pas par là d'autorité aux Grecs. Alors supposez qu'ils consentent à l'exigence des Grecs dans les seuls termes qui sont possibles pour eux. Nous la croirons parce que vous la croyez. Si c'est là une bonne raison, elle peut être complétée, et elle aurait pu être complétée par le grec. Qu'a donc le locuteur qui lui donne de l'autorité auprès de l'auditoire? Qu'a-t-il donc de manière générique ou dans son rapport à l'auditoire? Si l'explication du grec sur nous peut être acceptée par des noms grecs, alors il aurait pu compléter l'explication en laissant tomber le nous. Passons ensuite au fait de ne pas être grec. Pour un grec, cela peut être une raison pour refuser de l'autorité à une personne, mais il nous faut demander pourquoi. Quelle est pour lui la signification du fait d'être grec? D'où vient l'importance d'être grec? Il se peut qu'elle repose sur une qualification générique à laquelle les Grecs seuls se conforment. Dans ce cas-là, ce grec possède une explication épistémique qu'il peut formuler en termes génériques. Il n'a pas besoin de nom propre dans l'explication. De notre côté, il se peut qu'à son sens, les motifs qu'il a d'accorder une autorité normative reposent, en dernière analyse, dans un rapport avec lui-même, sur le fait d'être l'un de nous. Alors, les Scythes ne peuvent traduire l'explication sous sa forme complète dans leur perspective. Ils ne sauraient traiter le fait de ne pas être grec comme étant en soi une disqualification pour le jugement normatif compétent. Supposez qu'il formule ses exigences envers les Scythes. Bien sûr que notre grec n'a rien à cacher. Il peut exposer aux Scythes le fondement de son exigence. Il peut leur dire ce qu'il accepte comme des qualifications génériques pour le jugement normatif idéal. Il peut leur dire que, même s'il remplissait toutes ces qualifications, il n'accepterait toujours pas ce qu'il est en train de dire, et que de plus, lui-même n'accorderait toujours aucun poids à leur jugement. Il est possible que tout ceci subvertisse les pressions conversationnelles qu'il est en mesure d'appliquer, mais il peut toujours hurler et menacer de se sentir outragé si les Scythes rejettent ce qu'il dit. Dans ce cas, tout en étant d'une complète franchise, il produit toujours des exigences conversationnelles. Ces exigences manquent-elles de sincérité? Elles ne se basent pas sur la feinte, mais elles ont quand même un air de terrorisme.
Le grec demande au Scythe d'accepter ce qu'il dit, mais pour une raison que lui et son auditoire ne pourraient pas partager dans les mêmes termes. Normalement, des inhibitions nous interdisent de produire de telles exigences. Nous sommes gênés si l'on met en évidence que nous en avons produit de semblables. Avoir ce genre d'inhibition, avoir tendance à être gêné de cette façon, ce sont des marques d'un bon participant à la discussion. Ces caractéristiques nous aident à nous acheminer vers un consensus. Dire qu'un type d'exigence manque de sincérité, c'est y attacher ses inhibitions et cette gêne. Un grec peut donc traiter ses jugements comme étant marqués par l'esprit de clocher à l'égard des Scythes, mais il se retranche par là de toute discussion normative ordinaire avec eux. Il rejette leur influence sur sa propre pensée, et en retour, il traite comme illégitimes toutes les exigences qu'il pourrait formuler envers eux. Il peut continuer à appliquer ses jugements aux vies des Scythes. Le faire en leur présence est incohérent, tortureux ou terroriste, mais il peut le faire avec d'autres Grecs. Les Grecs peuvent s'adresser mutuellement des exigences conversationnelles et ils peuvent exiger l'acceptation de normes qui s'appliquent aux Scythes aussi bien qu'à eux-mêmes. Les Grecs ont besoin de réfléchir dans le cadre de leur propre communauté à ce qu'il est censé de faire, de penser et de ressentir dans diverses situations, et ils ont besoin de réfléchir aux motifs de leurs acceptations des choses. Les conclusions auxquelles ils arrivent auront souvent des conséquences pour ce qu'il en est d'être un Scythe, même s'ils ne pensent pas que les Scythes eux-mêmes soient de bons juges normatifs, même potentiellement. Nous aurions donc pu caractériser l'esprit de clocher de la manière suivante. Un jugement est marqué par un esprit de clocher favorable aux Grecs si, dans l'explication qu'ils acceptent, seuls les Grecs constituent des juges potentiellement compétents dans la matière. Un juge potentiellement compétent est quelqu'un dont le jugement aurait du poids s'il avait toutes les propriétés que doit avoir un juge normatif compétent. Ces propriétés doivent être génériques et ne doivent pas se rapporter au fait d'être une personne particulière ou membre d'un groupe particulier ou d'avoir un rapport particulier avec le locuteur. Les qualifications que doit avoir un juge normatif compétent sont spécifiées dans l'explication épistémique que s'échangent les Grecs. En fait, cette explication consiste en normes pour accorder une autorité et elle isole deux choses. Un ensemble de juges normatifs potentiellement compétents et un ensemble de qualifications génériques pour le jugement normatif idéal. Quand un grec produit une assertion normative, il accepte l'explication épistémique qui la soutient. Cela fait partie de ce que c'est qu'être sincère et idéalement cohérent. Son jugement est marqué par l'esprit de clocher à l'égard des Scythes, en faveur des Grecs, s'il estime qu'un Scythe, même remplissant toutes les qualifications génériques pour le jugement normatif idéal, resterait encore un mauvais juge. Alors il doit estimer illégitime d'exiger que les Scythes partagent ses jugements normatifs, quoiqu'il puisse toujours appliquer les normes qu'il accepte aux vies des Scythes quand il est en discussion avec d'autres Grecs. Le relativisme. Les jugements normatifs étaient marqués par l'esprit de clocher et ne prétendaient pas autre chose. Or, à mesure que s'élargissait la conscience que les Grecs avaient des Scythes, il se pouvait qu'ils en vinssent à restreindre leurs prétentions normatives d'une manière différente. Il se pouvait qu'ils reconnaissent beaucoup de leurs jugements normatifs comme ne s'appliquant que dans le cadre de leur propre communauté. Ils cesseraient alors de les utiliser, même dans des discussions entre eux, pour juger la vie des Scythes. Pour le faire avec une entière cohérence, il leur faudrait un nouveau type d'explication épistémique, une explication sur la manière dont les normes qui s'appliquent à une personne dépendent de traits de sa communauté. De telles explications sont sous-entendues dans les écrits d'anthropologues comme Bénédicte, 1934, Herskovitz, 1948 et Furz, 1951. Parmi ces explications, l'une donnerait un rôle principal à l'engagement. Une personne peut être liée par engagement à sa communauté de diverses manières, et il se pourrait que ces engagements aient un effet normatif. Supposez que les Grecs estiment maintenant que les engagements communautaires sont valides. Ils acceptent des normes d'ordre supérieur qui disent d'être fidèles à nos engagements communautaires. Les Grecs pensent à présent que pour quelqu'un qui s'est engagé à vivre comme un Scythe, ce qu'il est censé de faire est très différent de ce qu'il est censé de faire pour un Grec. Par le biais de l'engagement communautaire, toutes les normes qui se dégagent par consensus au sein de la communauté en arrivent à s'appliquer avec validité à l'intérieur de cette communauté. Une fois que les Grecs acceptent tout cela, ils assignent un nouveau statut à leurs normes de vie quotidienne. Auparavant, il se peut qu'ils aient jugé certaines de ces normes évidentes par elles-mêmes, et qu'ils les aient ainsi acceptées sans autre raison. À présent, ils y adhèrent pour une raison. Cela fait partie de notre règle de vie, la règle de vie à laquelle nous avons choisi de nous engager. D'après eux, cela donne de la validité aux normes qu'ils en sont venus à accepter.
Des éléments extérieurs pourraient rejeter ces normes d'engagement. Les Scythes disent « les Grecs se considèrent comme liés par un engagement ». Les Grecs eux-mêmes pensent qu'il est censé de se conformer à la règle de vie de leur groupe et que cela est censé parce qu'ils ont choisi de se lier à la communauté et à sa règle de vie. Il ne fait pas de doute que les Grecs pensent que leurs pensées et leurs sentiments réussissent à les lier par engagement à la règle de vie grecque. Mais en réalité, disent les Scythes, il n'est aucunement censé pour les Grecs de se conformer à leur règle de vie, nonobstant leur sentiment d'être liés par un engagement.